Le jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve. Tout ce que j'aime, besoin de rien, envie de toi. Comme j'avais envie de personne. Tu vois, le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Salut Socrate, ça va? Je t'ai demandé de venir parce que je te vois beaucoup et je voulais te dire ouvertement. En fait, en y réfléchissant bien, on est beaucoup à te devoir. D'ailleurs, 1500 ans après ta mort, on connaît encore ton nom. On peut presque dire que tu es immortel. Excusez-moi, mais je ne crois pas vous connaître. Et puis ça m'étonnerait que vous me connaissiez, je n'ai jamais écrit aucun texte. Mais quelqu'un s'en est occupé pour toi. Tu te souviens de Platon? Platon, quand il a rencontré Socrate, il n'avait que 20 ans. Il s'est alors confronté à cette grande figure de la philosophie, mais qui ne voulait pas retranscrire sa pensée sur du papier, des parchemins. Platon a décidé qu'il en serait autrement et il a décidé d'écrire la pensée de Socrate. C'est pour ça qu'on en sait autant sur ta pensée. D'ailleurs, il a écrit plein de textes sur toi, dont l'apologie de Socrate. C'est quand même moche que tu ne te souviennes pas de lui. Ah non mais si, Platon. Ah oui, oui. Non mais il faut pas qu'il le prenne contre lui, hein, mais ça remonte un peu tout ça. Et le dialogue. Bon bah écoute, je suis ravie que ma parole, comme tu dis, ait pu te servir. Elle n'a pas servi qu'à moi. Maintenant on parle de dialogue socratique. Ouais, ce mot existe. Mais bon, des fois ça porte un peu à confusion parce que comme c'est Platon qui a écrit ta pensée, du coup on parle de pensée socratique écrite dans les textes platoniciens, c'est un peu casse-gueule. Mais bon, je suis pas là pour te dire comment on caractérise tes textes à l'heure actuelle, mais plutôt parce que j'aimerais que tu me réexpliques ta pensée. Moi elle m'a beaucoup servi, mais bon, à force de ressortir le dialogue socratique à toutes les sauces, on parle de toi au bac tous les ans, c'est insupportable. Moi j'ai un peu perdu l'essence de ce que c'est la pensée socratique. J'aimerais bien que tu me dépoussières un peu tout ça. Ouais, écoute, il n'y a pas de problème, mais en fait je suis un peu fatiguée, donc on va faire ça en bref si tu veux bien. Oh t'inquiète, j'ai une capacité d'attention assez limitée. Parfait. Donc, depuis tout à l'heure tu parles de dialogue socratique. Du coup j'imagine que tu te doutes que ma philosophie repose sur le dialogue. Oui, ça j'avais compris. Et pourquoi le dialogue? Parce que le dialogue a ça de beau que lorsqu'on le pratique, on est dans le vrai, on est dans le réel. Les deux interlocuteurs se font face, tu vois. Et moi, souvent dans ma vie, je me suis retrouvée confrontée à des gens qui pensaient tout savoir. Donc ce qui m'amuse, c'est de les faire douter. Ah, le doute, j'adore ça. Moi, je suis un philosophe sceptique. Super intéressant, mais si tu permets, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à mon sujet. Donc en fait, je ne laisse pas mon interlocuteur dans le doute. Ce serait vraiment trop douloureux et je pense que pour le coup, vraiment personne ne pourrait me saquer. Déjà que j'ai tendance à agacer mon interlocuteur, non. Dans l'idée, c'est que je me sers du doute comme d'une remise en question pour arriver à une vérité supérieure, difficilement contestable. Et c'est ce qu'on appelle la maïotique, parce que ça signifie l'art de faire accoucher les esprits. C'est marrant que tu aies choisi cette mode de pensée parce que on dirait presque que tu veux te rapprocher de ta mère qui était sage-femme, donc qui faisait accoucher les humains. Je pense que ton cas aurait intéressé Freud. Qui? Ah je sais pas, j'ai dit au pif, c'est un mec du 19e, je le connais pas. Ah bon, bref. Moi ce qui m'intéresse, c'est comment tu arrives à faire douter les gens, concrètement. Je veux dire, est-ce que tu demandes comme les enfants, et pourquoi tout le temps? Comme ma petite cousine là, et pourquoi si, et pourquoi ça, et pourquoi, jusqu'à que quelqu'un te dise ça suffit Margot, je sais pas, tu me prends la tête. Non, c'est Socrate, hein. Et pardon, ma question sortait un peu de l'écoute. Oui, donc non, je ne demande pas et pourquoi sans arrêt à la manière de votre cousine. J'essaie de rendre les choses un peu plus intéressantes et pertinentes. Je vais vous exposer rapidement ma méthode de dialogue que l'on va appeler dialectique, soit l'art de dialoguer. Dans un premier temps, un peu à la manière de votre cousine, je reconnais, je me place en homme naïf. Je pose des questions simples sur le fonctionnement de la pensée de mon interlocuteur.
jusqu'à ce qu'il ne sache plus bien quoi me répondre. Ce moment, je l'appelle ironique parce que je trouve ça assez drôle de faire réfléchir les gens de la sorte. Grâce à ce moment, mon interlocuteur réfléchit sur ce qu'il pensait savoir, mais qu'il ne sait en réalité pas ou mal, et il fait donc un pas en avant vers la connaissance. D'accord, d'où ton injonction célébrissime, connais-toi toi-même. Alors c'est marrant que tu dises ça parce que c'est pas de moi cette phrase. En fait, je l'ai trouvée sur le temple d'Apollon et j'ai décidé d'en faire une sorte de modèle de vie. Parce qu'en fait, en apprenant aux gens ce qu'ils ne savent pas bien, d'une certaine manière, je leur apprends à se connaître eux-mêmes. D'accord, j'ignorais. Donc, la deuxième phase de ma méthode dialectique découle de la première. En fait, tout fonctionne par un jeu de contraste. Comme au début, je me place ironiquement comme l'homme naïf, celui qui ne sait pas grand-chose, mon interlocuteur a l'impression de tout savoir. Et à ce moment-là, C'est hyper mesquin. Je veux dire, tu places le mec en position de puissance pour mieux le descendre après. T'as dû en traumatiser quelques-uns quand même. Hein. alors traumatisé, je ne sais pas, mais une chose est sûre, je n'avais pas que des amis. Et non, c'est pas mesquin. Le truc, c'est que je suis agacée par les gens qui pensent tout savoir. C'est pas vrai, en réalité, on ne sait rien. D'accord, donc c'est de là que vient l'idée du sage qui est sage parce qu'il sait qu'il ne sait rien, alors que l'homme lambda ne sait pas qu'il ne sait rien et il croit même tout savoir alors que le savoir qu'il a n'est rien par rapport à tout le savoir du monde. Ouais, sûrement. Ah, c'est malin ça. Donc, par le dialogue, tu élèves les âmes. Oui, d'une certaine manière, je les élève en les rabaissant. Puisque je les élève en leur apprenant que ils ne savent pas grand-chose et qu'ils devraient se méfier de leurs idées préconçues. Et toi, du coup, c'est quoi ta philosophie? Bah, écoute, moi je me suis beaucoup inspirée de toi parce que j'ai beaucoup repris des éléments de ta philosophie. Mais contrairement à toi, qui, il me semble, n'est sorti que 3 fois d'Athènes, 4, pardon, eh bien, contrairement à toi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait de l'équitation parce que le cheval c'est vraiment génial. Et du coup, j'ai vu d'autres cultures, d'autres traditions. Et tu as découvert quoi concrètement à travers ces voyages? Écoute, j'ai découvert justement qu'il y a des gens très différents, des cultures différentes, des traditions différentes. C'est génial. Et puis, bon, ce qui a aidé, c'est que très peu de temps avant ma naissance, on a découvert l'Amérique. Parce que moi, je suis de 1553 et la découverte du Nouveau Monde, c'est 1492. Sans déconner, vous avez découvert un nouveau monde? Oui. Et en fait, donc à travers tout ça, j'ai découvert une certaine culture et ça m'a poussé dans un certain retranchement, puisque comme le dialogue, ça pousse à s'interroger sur ce qui est vrai, sur ce qui est faux. C'est super intéressant. Mais t'aurais pas un petit texte à montrer pour voir ce Mais si, voilà, vu que tu me connais assez mal, moi je vais essayer de te faire découvrir ce que je pense à travers un extrait de mes essais dans le livre 3 qui s'appelle Le Sauvage. Ah, super. Ils ont leur guerre contre les nations qui sont au-delà de leurs montagnes, plus avant la terre ferme auquel ils vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois. Chacun rapporte pour son trophée la tête de l'ennemi qu'il a tué et l'attache à l'entrée de son logis. Cela fait, ils le rôtissent et en mangent en commun et en envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, c'est pour représenter une extrême vengeance. Donc, comme nos ancêtres étant assiégés par César en la ville d'Alésia, se résolurent de soutenir la fin de ce siège par les corps des vieillards, des femmes et d'autres personnes inutiles au combat. Les Gascons, dit-on, s'étant servis de tels aliments, prolongèrent leur vie. Ils ont bouffé les humains, c'est dégueulasse. Et c'est nous ça, c'est nous. Et c'est hyper intéressant d'entendre ce que tu dis parce que tu vois, moi autant j'étais fière de faire dialoguer les individus, autant toi tu fais carrément dialoguer les cultures, quoi. C'est très fort. Hein. Mais ça t'a mené à quoi tous ces voyages? Écoute, je les conseille parce que moi, même dans un de mes textes, je dis qu'il faut voyager pour frotter et limer sa cervelle à celle des autres. Ouais, c'est imagé. Mais du coup, moi, tous ces voyages ne m'ont pas mené à une vérité absolue, mais plutôt à une remise en question, à un doute. C'est-à-dire que je suis un philosophe sceptique.
Attends, mais le doute et le scepticisme, c'est pas un truc que te reprendra Descartes après? Si, tout à fait, mais Descartes il va aller plus loin que ça parce que lui il va douter de tout et c'est ce qu'on va appeler un doute hyperbolique et il va arriver à une seule conclusion: je pense donc je suis. Ah, c'est vraiment hyper intéressant. Je suis très contente d'avoir eu ce dialogue avec toi, c'est très riche. Ouais, non, c'est vachement intéressant, je pense que il y a un truc à refaire là. Ouais. Bon bah écoute, à une prochaine. À une prochaine.